Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer de faire un speed learning donc sur le passage à l'échelle de cas d'usage d'intelligence artificielle avec la plateforme Azure AI Foundry. Cette présentation donc va se baser sur un webinar donné par Microsoft il y a quelques semaines et plus particulièrement par Mathieu Brett. J'espère ne pas écorcher son nom, donc qui est Data and AI Go-to-Market Manager chez Microsoft France. Alors donc dans ce speed learning, je vais rentrer un petit peu dans les détails de quelques tendances de l'IA générative, depuis l'avènement de ChatGPT. Donc il y a eu un gros battage médiatique, avec ChatGPT et ensuite, Microsoft a lancé donc début 2023, l'offre, Azure OpenAI Service. Mais si on regarde, le marché actuellement, on voit qu'on a pas mal de battage médiatique côté grand public. Mais on a aussi eu une énorme, phase donc de POC côté entreprise. Hem, voilà donc et on a, dans les entreprises donc principalement, là ici, on voit qu'on a testé beaucoup, beaucoup de modèles. Voilà donc ça c'est principalement les premières phases de POC, faites en entreprise. Par contre, ce que vous voyez aussi ici, c'est que d'après différentes études, on voit aussi qu'il y a toujours des problèmes de problématiques, donc d'IA digne de confiance, hein. Avec 61 des personnes, 61 des personnes qui utilisent l'IA, qui ne font pas confiance encore à ces systèmes. Et on voit aussi donc qu'en 2025, on parle beaucoup d'autres acronymes que les LLM, hein, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'ère agentique. D'ailleurs, on essaiera de revenir un peu plus tard, dans le speed learning, dans un speed learning technique, dédié aux agents IA. On va déjà y passer pas mal de temps, sur celui-ci et on voit que la moitié des entreprises, donc ouais 50 à peu près, envisagent de lancer des projets dits agentiques, d'ici 2027. Et enfin, on a un vrai sujet aussi, et donc ça sera tout l'objet de ce speed learning, c'est le passage à l'échelle. Parce qu'une fois la phase de POC terminée, en IA générative, on voit qu'en fait seulement 30 de ces POC passent en production. Alors pour compléter cette tendance, Microsoft a mandaté donc l'IDC, qui a mené donc fin 2024 une étude pour finalement essayer de mesurer l'impact, donc les ROI, de ces projets d'IA générative, en production au sein des entreprises. On voit grosso modo qu'on a un facteur 3,7 en moyenne, donc pour 1 € investi, on va récupérer 3,70 €. Et même pour les entreprises donc qui sont, plus matures encore sur le sujet, qui ont une bonne vélocité, on peut avoir un ROI qui passe, à 10,3 de ROI. Donc voilà, on voit que l'usage de l'IA générative, a aussi bien progressé, il est passé de 55 en 2023 à 75 en 2024 et pour terminer, on voit aussi dans cette étude que les entreprises se projettent en ayant, donc en production de passage à l'échelle des cas d'usage d'IA générative, de plus en plus. Alors quand on parle de cas d'usage, comment ça va se traduire donc pour une entreprise? Les premiers cas d'usage donc consistent à proposer un environnement sécurisé à ces modèles d'IA générative pour les collaborateurs. Donc après il y a toute une suite d'outils, donc vous connaissez évidemment au quotidien, Microsoft Copilot 365 maintenant qui est intégré à toute la suite, Copilot Chat aussi, donc dans toute la suite bureautique que vous utilisez, et on peut, donc pour aider les collaborateurs à être plus productifs, il y a aussi d'autres outils Microsoft, ou d'autres solutions aussi, heu, autres aussi que Microsoft. Le deuxième point, donc ça va consister à réinventer l'expérience client. Donc comment faire? Comment, réinventer cette expérience client? Hem, donc avec la communication, avec plusieurs moyens comme, le texte, l'audio, les vidéos, les images.
Le troisième point va consister à vraiment automatiser tous les processus métiers. Donc, on peut imaginer que, par exemple, vous êtes un e-commerçant, vous voulez mettre à jour votre catalogue produit qui va contenir des millions de références. Et bien, grâce à l'IA générative, vous allez pouvoir automatiser cette tâche et vous allez avoir donc des retours sur investissement très très significatifs. Voilà. Et enfin, donc le champ des possibles en termes d'innovation est aussi presque sans fin avec donc maintenant ce qu'on appelle le framework agentique. Mais ça, bon, on en est vraiment qu'au début et ça ne va faire que évoluer dans les mois et les années qui viennent. Donc la tendance 2024, même début 2025, c'est quand même que les entreprises testent de plus en plus différents modèles. Donc là, voilà, principalement 3, voilà, nombre de fournisseurs. Donc là, on est en majorité à 3, voire plus. Il y a donc principalement la question de s'adapter aux besoins, donc de quel modèle j'ai besoin pour tel ou tel sujet, pour telle ou telle tâche, c'est le cas d'usage. Il y a aussi une logique d'optimisation des coûts, hein, une logique donc d'avoir des modèles avancés pour des raisonnements plus complexes. Et on a vraiment cet aspect donc multimodèle. On est passé plutôt d'une phase de POC, de modèle unique, à une phase multimodèle qui aussi permet de faire vouloir passer en production donc les cas d'usage, et qui dit passage en production dit logique aussi, bah, comme le DevOps avec le CI/CD, donc l'intégration continue, les principes donc là qu'on va appeler LLMOps. Alors, on parle aussi donc de GenAI Ops, donc avec le parallèle avec DevOps, hein, donc c'est-à-dire comment je vais superviser le temps de mes flux en production, je les optimise, je m'assure aussi qu'il y a pas de faille de sécurité, et que mes cas d'usage donc tournent bien. Donc maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet hem, avec Azure AI Foundry. Donc je vous présente un schéma donc du contenu donc de ce produit, donc Azure AI Foundry, qui est donc la plateforme, IA unifiée, qui a été annoncée donc par Microsoft en novembre dernier. Microsoft veut donc, par cette plateforme, proposer une suite d'outils, tout en préservant donc ses aspects éthiques, IA dignes de confiance. Hem et en face de l'IA, avec l'IA Act, donc dont j'ai déjà parlé donc au mois de janvier. Donc voilà, faut être vraiment en phase avec toute cette réglementation en cours de mise en place. Microsoft va donc proposer l'aspect infrastructure, les fondations data avec les produits comme Microsoft Fabric, donc que j'ai déjà présenté l'an dernier. Vous pourrez retrouver le speed learning d'ailleurs sur la chaîne YouTube UMed. Et au-dessus de ça, la plateforme unifiée, donc Azure AI Foundry, qui va permettre de développer les applications avec un framework optimisé, quels que soient les profils. Et donc Azure AI Foundry, donc c'est toute une suite d'outils qu'on va pouvoir regarder maintenant. Alors, voilà. Donc déjà, on voit donc dans le schéma là qu'il y a donc de très fortes intégrations avec les environnements de développement. Donc que ce soit VS Code, GitHub, Copilot Studio pour la partie agentique. Donc là, on va y revenir un peu plus tard en détail. Chose très importante, il y a aussi donc là on le voit en bas ici, l'Azure AI Foundry SDK, le SDK Azure AI Foundry, donc qui va permettre de pouvoir finalement en fait switcher de modèle très facilement pour un développeur sans changer son code. Donc il va être très facile de pouvoir tester justement cet aspect multimodèle pour, à des fins d'optimisation.
Donc par rapport à cette tendance multimodèle, donc on a vu au début, donc si à un instant T on a besoin d'un modèle et après on a besoin d'un autre modèle un peu plus avancé, on n'a pas besoin de changer le code. On peut alors faire notre phase de test sur Azure AI Foundry. Et ensuite on va pouvoir switcher de modèle grâce à ce SDK. On a donc accès à différents modèles Azure OpenAI et à d'autres modèles, mais bon, ça, on va y revenir donc un peu plus tard. La contextualisation de vos données par rapport à certains datasets avec Azure AI Search. On a donc aussi l'indexation Azure AI Agent Service pour la partie donc agentique et Azure AI Content Safety. Donc voilà, qui est donc tout ce qui est protection, on va dire détection de tentatives d'usage malicieux, ce qu'on appelle les jailbreaks ou l'injection de prompt. Donc, il ne faut pas mettre de côté cette IA traditionnelle, puisqu'on peut également avoir certains cas d'usage, mais on va avoir besoin, pour des aspects notamment de recommandation, de personnalisation, d'avoir des modèles prédictifs qui vont tourner, et finalement, on va pouvoir combiner cette IA générative avec l'IA traditionnelle. Et voilà. Donc sur ces solutions Azure AI Foundry, il y a plus de 60 000 entreprises, organisations qui utilisent donc cette référence en France, hein, que ce soit des grands comme Schneider, Legrand, Doctolib. On va y revenir un peu plus tard. Et on va avoir certains pour qui on peut dire que c'est un produit qui est mature et largement adapté et aussi adopté. Euh, voilà. Et maintenant, on peut donc développer l'utilisation d'Azure AI Foundry donc selon 4 piliers. Voilà. Donc l'innovation, hein, et donc innover avec les meilleurs modèles, différenciation des expériences, protection des systèmes et manager en production. Alors pour cette première partie, on va plutôt principalement faire le premier point, donc innover avec les meilleurs modèles, et on essaiera d'aller un peu plus loin et de commencer un peu le deuxième pilier, donc la différenciation des expériences. Voilà. Donc maintenant, je vais aborder donc la première partie, donc l'innovation avec les meilleurs modèles. Et donc comment on accède au modèle d'IA générative dans Azure AI Foundry. Donc déjà, on l'a vu tout à l'heure, il y a des tendances et beaucoup d'entreprises qui testent donc plein de modèles. Donc après, ils font pas mal de tests et pour se faire un avis, mais ils ont aussi du mal à choisir le bon modèle pour le bon cas d'usage. Euh, donc ils ont aussi du mal à suivre toutes les évolutions parce que le marché va très très vite. Donc on a des nouveaux modèles très régulièrement et donc du mal à prévoir quels vont être les coûts aussi associés à chacun. Donc ce que Microsoft propose avec Azure AI Foundry, donc c'est l'accès à plus de 1800 modèles et ce n'est qu'un début, hein, ça va continuer à évoluer. Donc on a donc des modèles d'Azure OpenAI. On va avoir aussi des modèles donc, de leur partenaire Mistral AI en modèle as a service. On va avoir donc les modèles des SLM, donc des modèles qui ont moins de milliards de paramètres, donc Slow Language Model, contrairement au Large Language Model, donc moins de milliards de paramètres en entrée, mais qui font le boulot pour des cas plus simples et qui vont être donc moins coûteux. On va aussi pouvoir avoir accès aux modèles méta, des modèles deepface, donc de reconnaissance faciale, qui vont être en open source, et également pour l'industrie, des modèles comme Sight Machine, Rockwell Automation, etc. Donc on a depuis Azure AI Foundry la possibilité d'accéder à un benchmark par différentes métriques pour voir quel est le modèle qui fait le boulot par rapport à ce qu'on cherche à faire. On a beaucoup parlé récemment aussi de DeepSeek, donc le concurrent chinois de ChatGPT, et donc DeepSeek est également accessible via Azure AI Foundry.
Il y a eu différents tests de sécurité qui ont permis donc l'accès aussi à ce modèle. Dernièrement en France, il y a eu les AI Summit en février avec des annonces donc côté Mistral AI. Donc Microsoft a un partenariat fort avec Mistral AI, donc des entraînements de modèles de Mistral ont lieu sur Azure et Microsoft propose l'accès à des modèles comme Mistral Large en modèle as a service. Alors, modèle as a service, qu'est-ce que ça va être? En fait, c'est un dispositif qui va vous permettre de vous affranchir de toute la complexité d'utilisation et de mise en place de déploiement des GPU pour l'inférence. Et Microsoft facture à ce moment-là au token. Donc, ça, c'est le modèle as a service. Et sinon, il y a aussi le modèle as a platform, où là, donc, on peut prendre un modèle open source, on peut le fine-tuner, on va voir ça après un petit peu ce que c'est, et faire différents traitements. Et par contre, là, ça sera à nous d'opérer, de suivre par rapport à l'utilisation du trafic, à la consommation, le nombre de GPU nécessaires, etc., etc. On sera plus libre, mais il y aura beaucoup plus de choses à faire. Donc, on va revenir un petit peu sur OpenAI Service, donc en quoi ça consiste. Donc depuis 2019, Microsoft a un partenariat exclusif avec OpenAI. Donc OpenAI a entraîné tous les modèles que l'on connaît actuellement, hein, donc GPT-4, GPT-4o, O1, O1 Mini, Whisper, DALL-E, sur Azure. Et donc de façon exclusive, on peut accéder à ces modèles avec Azure OpenAI Service. Donc Microsoft nous offre différents modes pour le déployer. Donc normalement, si on a des usages en production massifs très volumineux, ils proposent des modes de déploiement, donc ce qu'on appelle le Provision Manage, on va y revenir un petit peu après. Donc c'est une sorte de réserve qui va garantir donc un paiement en avance, mais qui va garantir un certain niveau de service, donc un certain niveau de SLA. On peut aussi utiliser ces modèles pour l'orchestration d'agents, donc pour s'orienter vers l'ère agentique, évidemment, et faire toute la contextualisation de ce qu'on appelle le RAG, donc le Retrieval Augmented Generation. Donc c'est en fait le fait d'utiliser les propres jeux de données de l'entreprise, donc un entraînement basé sur des données d'entreprise spécifiques qui sont donc non disponibles sur Internet, par exemple des documents internes, des process internes, des modes opératoires ou autres. Et donc tout ça maintenant va être possible avec Azure AI Foundry et avec l'ensemble donc de ces modèles. À partir du moment donc où OpenAI met à disposition un modèle en mode API, il est immédiatement disponible aussi également sur OpenAI. Donc le nombre de modèles aujourd'hui listés ne va faire qu'évoluer. Donc à chaque fois disponible sur Azure. Il sera donc disponible et possible de le déployer et de l'utiliser ces modèles donc dans 28 régions. Et bien entendu, en fait, un des buts de Microsoft est la garantie de la sécurité par Microsoft. Donc nos données resteront nos données, les données de l'entreprise seront notre propriété. Et Microsoft s'engage évidemment à ne pas utiliser ces données pour entraîner un modèle, que ce soit un modèle d'une suite fille de Microsoft ou d'un modèle d'OpenAI ou d'autres. Donc il y a cette intégration très forte avec leurs produits d'IA digne de confiance, hein, IA responsable, et des produits comme Azure AI Content Septic vont permettre de filtrer les tentatives de jailbreak, d'injection de prompt. Donc la promesse de Microsoft, et donc cette excellence et aussi cette intégration forte avec les environnements de développement, donc GitHub, Visual Studio, Copilot Studio pour le développement d'agents. Voilà. Alors donc pour les différents modèles de facturation et de services proposés par Microsoft, donc il y a différents modes selon où on en est en fait dans le projet d'IA, hein, et si le trafic est volumineux ou pas. Donc tout d'abord, on peut
commencer par la facturation, donc ce qu'ils appellent le pay as you go. Donc c'est facturé au token. Donc un token, ça va correspondre à 3 ou 4 caractères en fonction des langues. Et on sera facturé donc au nombre de tokens qui sont dans le prompt, donc la question, et ceux qui sont dans la réponse. Donc on a la possibilité soit de déployer un modèle via une interface self-service partout dans le monde, ou dans une zone Europe ou France ou un autre pays, ou même des régions très spécifiques. Donc ça, c'est l'offre standard. On a la deuxième offre, ce qu'on appelle donc le Provision Manage, donc notre deuxième point ici. Donc là, faut bien tailler cette approche par rapport au trafic, parce on va acheter, et cela va nous permettre donc de nous assurer en même temps que si un data center est sous tension, il y aura toujours un SLA de temps de réponse sur lequel Microsoft s'engage. Et donc pour des trafics en production, avec des use cases en pseudo temps réel, ou avec des temps de réponse d'exigence fortes en termes de temps de réponse, donc ça va être la solution recommandée par Microsoft. Donc on a vraiment cette zone de données de data zone en fait en Europe qui est très utile, hein, si on a des contraintes aussi GDPR, donc pour la protection et la régulation des données, ou des AI Act, hein, par rapport au flux de données, avec toute la réglementation. Et enfin, donc il y aura aussi pour des cas limités le mode batch, si on veut essayer de réduire les coûts, et on peut lancer éventuellement des traitements de nuit, des choses un peu spécifiques. Alors donc ici, donc on voit un petit peu on voit principalement le troisième point là qui est intéressant. 99% de SLA de latence, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça dépend des modèles de Microsoft, enfin proposés par Microsoft. Mais Microsoft, en fait, sur ces différents modèles, a des ABAC avec des documents donc, qui expliquent vraiment en détail. Donc, par exemple, pour GPT-4o ou Mini, on va pouvoir écouler 33 tokens par seconde pour tel ou tel mode en Provision Manage. Donc, il y a des ABAC par PTU, alors c'est le Provision Through Unit, donc unité de débit provisionné. Et donc voilà, Microsoft à pouvoir écouler X tokens par modèle, et donc chaque modèle a ses propres ABAC. Donc on a vu récemment que Sam Altman, donc le PDG d'OpenAI, a annoncé qu'il allait rationaliser sa gamme de LLM avec des modèles de raisonnement comme O1, O1 Mini, ou d'autres modèles plus généralistes comme GPT-4o, qui devrait émerger à terme vers un GPT-5. Mais ce qui en tout cas est disponible actuellement sur Azure OpenAI, donc ce sont des modèles O1 par exemple pour des raisonnements avancés. Donc on a quand on a vraiment des besoins de soumettre des problématiques vraiment complexes, par exemple la gestion de stock, d'inventaire pour un magasin ou pour des magasins. Si on veut faire de la prévision pour optimiser notre stock, il ne faut pas que ce soit en sous-stock par rapport à la demande des consommateurs, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de stock, parce que sinon, il va y avoir du stockage ou du gâchis, et ça va faire des pertes. Et donc, si on pose des questions au modèle et après, en fonction des connaissances contextuelles de notre entreprise, mais également de connaissances plus générales comme les fermetures de route ou d'autres choses auxquelles il pourrait avoir accès, il va nous faire donc des recommandations. Et ce genre de modèle est vraiment fait pour ça. Il va pouvoir faire des calculs pour nous dire par rapport au contexte actuel s'il y a des routes importantes qui sont fermées, ou si pour tel magasin, je conseille de réduire le stock de tant de pourcents. Donc voilà, on est au-delà de juste faire de la question-réponse
par rapport à une base de connaissances sur le modèle GPT-4o. Donc ça, c'est vraiment une avancée qui se développe depuis quelques mois et qui permet aussi donc de grandes avancées technologiques. Et puis on a d'autres modèles donc pour d'autres usages comme O1 Mini qui lui par contre est plutôt sur le debugging de code par exemple. Donc, ça dépend vraiment des usages au niveau des différents modèles. Alors c'est pas fini, puisqu'on a aussi maintenant O3 Mini, lui qui est plus rapide, plus performant que O1 Mini et qui permet aussi de gérer des problématiques de mathématiques complexes, donc avec une large fenêtre contextuelle, et donc tout ça évolue très rapidement, hein. On aura peut-être O4 ou je ne sais quoi, dans les mois qui viennent. Heu, Là, faut vraiment être à l'écoute de tout ce qui peut arriver, c'est très actif en ce moment. Alors comme on le disait au début, grâce au SDK d'Azure AI Foundry, on va pouvoir rapidement switcher de modèle sans impacter le code. Donc ça va être, hyper pratique pour les développeurs, ou pour les solutions finales. Alors en termes de références clients, Microsoft travaille notamment donc avec Doctolib, qui devait donc pour des comptes rendus d'entretien entre un médecin et son patient utiliser l'IA générative. Donc eux, aujourd'hui, ils utilisent Azure OpenAI Service avec Mistral Large et Azure AI Foundry. Et tout ça permet donc au médecin de passer plus de temps à se concentrer donc sur le patient et sur sa valeur ajoutée en tant que médecin. Et tout ce qui est partie compte rendu est fait donc grâce à ces modèles. Donc une fois que voilà, alors maintenant on va passer au second point, différencier les expériences. Donc on va choisir un modèle par rapport à un de nos cas d'usage et qu'est-ce qu'on peut faire pour nous différencier. Donc on voit que les défis actuels, pour aussi gagner, générer plus de valeur, sont liés autour de cette automatisation de tâches de workflow, la rationalisation des business process internes. Donc voilà, plus on va optimiser, plus on va gagner de temps, plus on va gagner d'argent. Alors voilà, donc voyez le graphique ici, donc qui va vraiment, séparer, les degrés de connaissances externes requises et d'adaptation, du modèle en fonction donc d'un RAG, comme on le parlait tout à l'heure, donc avec l'utilisation des données d'entreprise et le fine tuning ou la distillation. Donc, on va d'abord revenir un peu donc sur la contextualisation, donc sur, et la customisation. Donc on a des modèles qui ont été pré-entraînés, et qui sont disponibles via Azure AI Foundry, et que Microsoft, propose, et Microsoft propose toute une suite en fait, d'outils pour aller donc, un cran plus loin. Alors selon nos besoins, on peut utiliser ce qu'on appelle donc un RAG, hein, comme je vous le disais, donc le Retrieval Augmented Generation, donc c'est donc on va se baser donc sur des documents d'entreprise non disponibles sur internet. Et donc, si par exemple, on veut poser des questions sur une base de documents interne, par exemple, si on veut capitaliser sur des réponses à des appels d'offres ou sur des spécifications de produits techniques, des process internes, etc. Et on peut aussi faire ce qu'on appelle donc du fine tuning, là où cette fois, donc, il y a besoin d'avoir un LLM pré-entraîné, mais qui va être donc spécialisé, qui va se comporter d'une certaine manière, ou donner des réponses avec un vocabulaire donné. Par exemple, pour parler de la santé ou parler, un discours de spécialiste, un discours pour un avocat de droit ou et cetera. Et qui va être capable aussi de résumer très finement en allant donc vraiment droit au but dans ses réponses. Donc ça, c'est vraiment une autre partie où là, cette fois, on a besoin d'un modèle très adapté. On a moins besoin de connaissances externes, contrairement au RAG qui a besoin de connaissances élevées, sur des bases de données de l'entreprise. Et puis ensuite, il y a le mode hybride où on va combiner un peu les 2, parce qu'on va avoir besoin, par exemple, pour un support client, de répondre, avec un style donné très précis, mais aussi de capitaliser sur les connaissances de l'entreprise. Et enfin, on va aussi avoir la partie donc distillation,
Donc c'est sur un modèle qui a plein de milliards de paramètres, et ben, on va finalement l'entraîner avec moins de paramètres, pour que ça coûte moins cher. Et enfin, donc on va avoir un bilan global qui sera performant, mais qui, grâce à la distillation, va coûter moins cher. Alors donc sur le RAG, là on a plein d'outils qui permettent de l'opérer. On a notamment donc, là on le voit, au milieu ici, donc Azure AI Search qui va permettre donc d'indexer des documents, d'avoir une base de données de vecteurs. Donc on a aussi d'autres bases de données de vecteurs spécialisées selon les besoins. Donc bon, il y a de nombreux partenaires de Microsoft à spécialiser, mais et même Microsoft eux-mêmes, hein, pour accompagner leurs clients, pour mettre en place ce type de solution. Donc ce qu'il faut retenir, c'est surtout que, sur cette contextualisation, on peut utiliser donc des plateformes Microsoft comme, Microsoft Fabric pour des données, pour les bases de données SQL, Cosmos DB, et cetera. Et Microsoft Fabric propose aussi plein de connecteurs qui vont permettre de se relier à des données qui peuvent être dans d'autres clouds comme Amazon, Google ou même des données on-premise. Et donc avec le RAG, le champ des possibles est, quasiment infini en fait, hein. Alors sur le fine tuning, donc c'est aussi disponible donc dans Azure AI Foundry. On peut, fine tuner des modèles, d'Azure OpenAI, mais on peut également accéder maintenant donc ce que Microsoft appelle le Provision Manage, ce qu'on expliquait tout à l'heure avec le paiement en avance. On a aussi du fine tuning sur la partie vision et sur les, images et la distillation. Et donc on peut même combiner les 2. Donc là, on va avoir un exemple, hein. On peut prendre un exemple de e-commerce où, on pose une question, donc un e-commerce de vente de sacs de couchage. On va avoir, du prompt engineering, du RAG, qui va répondre par rapport aux données et au catalogue produit, mais qui va aussi utiliser, du fine tuning pour réduire le temps de prompt. On associe donc le fine tuning, et le RAG, et l'équation économique va être plus intéressante. Donc on va vouloir un résumé très précis qui va droit au but et qui au final va répondre, la réponse attendue grâce à la combinaison entre le RAG et le fine tuning. Heu, donc voilà, par exemple, ma question, c'est donc, mon sac de couchage sera-t-il, adapté pour mon voyage en Patagonie le mois prochain? Bon, il faut que le modèle soit capable déjà d'aller savoir quel temps il va faire en Patagonie, le mois prochain, et regarder les caractéristiques du sac de couchage qu'on vient de choisir pour ensuite faire le mix entre les 2. Donc là, on voit vraiment, le mode hybride qui se met en place. Et donc, OK, ce que j'ai choisi correspond au climat que je vais avoir. Donc voilà, donc sur le fine tuning, on voit là en bas à gauche du slide que donc il y a pas que le modèle d'Azure OpenAI qui a généré un fine tuning supervisé. Donc on aura LoRa qui c'est le fait de réduire les modèles, via des matrices. Donc c'est un petit peu compliqué, un peu complexe pour les matheux. Ce sont donc des matrices de plus faible rang qui optimisent, le coût de compute. Et les modèles pris en charge, donc ce sont bien sûr les modèles Azure OpenAI, mais des modèles Llama, Mistral Large, et ça va évidemment continuer à évoluer dans le temps, très prochainement. Donc on a parlé, de cette partie contextualisation. Je vais finir là-dessus avec, ce slide-là et le prochain, pour aujourd'hui. Donc on a parlé de cette partie contextualisation grâce au RAG et au fine tuning, et on va maintenant parler donc de cette ère agentique. Donc tout l'enjeu, c'est d'optimiser ces processus internes. Donc on voit déjà qu'avec le temps, au début, on avait, ce qu'on appelle donc
les RPA, donc les Robotic Process Automation, donc c'était vraiment les premiers processus automatisés. Ensuite, donc là, l'idée, c'était d'accomplir vraiment des tâches répétitives, mais plutôt simples, hein, comme la saisie de données dans un système de ressources humaines, ou etc. Ensuite, il y a eu donc le développement, bon, on les a tous utilisés, de chatbots, mais qui pouvaient potentiellement être décevants si finalement ils se basaient sur un arbre de décision et si derrière on n'avait pas forcément prévu que l'utilisateur poserait une question d'une certaine façon ou dans un cadre donné. Alors ça pouvait bien marcher si on était vraiment dans les clous, mais ça pouvait aussi répondre totalement à côté euh, si on avait pensé un petit peu différemment. Mais bon, ça c'était avant. Maintenant, avec l'IA générative, on a vraiment la possibilité d'avoir dans un premier temps, donc ça c'était les premiers types d'architecture d'IA générative, les agents uniques, donc ils vont répondre à des questions précises, qui vont être capables de déclencher des actions, donc typiquement euh, commande-moi un ordinateur portable pour un nouvel employé. Donc ça va être un agent unique, mais donc on va quand même aussi avoir un superviseur humain derrière. Donc c'est ce qu'on appelle la notion de human in the loop, hein. Donc c'est très important parce qu'il faut quand même être capable d'avoir une validation humaine pour certaines actions, certaines tâches. Et à côté, donc après on va y revenir un peu plus dans le détail et puis on verra ça dans la partie 2. On va voir donc maintenant l'ère multi-agent. Donc voilà, donc on pose une question à un agent qui va être potentiellement un agent superviseur qui va orchestrer le tout. Donc là, on peut voir ici un agent RH, un agent IT, un agent de formation, et ça va permettre par exemple de suivre et de faire tout l'onboarding d'un nouvel employé ou de plusieurs nouveaux employés avec de la supervision humaine quand même, mais avec chaque agent des tâches automatisées d'intelligence artificielle spécialisées. Donc voilà, on va pas forcément rentrer dans le détail de ce slide, mais on voit donc on voit les différents types d'architecture. Donc le premier qui a été donc le LLM avec un prompt. Donc là, vraiment sans agent, hein, c'était vraiment les premiers débuts. On voit que finalement, donc depuis ça, c'était début 2023. Euh, donc il y a eu les premiers cas d'usage, hein, qui étaient très simples. Et typiquement, vous posez des questions, fais-moi le résumé d'un document, et il faisait le résumé. Et ça marchait pas mal pour le besoin qu'on en avait. Donc là, il n'y avait pas besoin d'agent pour le faire. Et ensuite, il y a eu cette notion d'agent qui est arrivée pour le faire. Et après, donc, on a eu cette notion d'agent donc, pour orchestrer avec le RAG et le fait de récupérer des données contextuelles et de répondre à une question d'un client. Donc une question plus ou moins complexe avec des données d'entreprise. Et maintenant, on va aussi avoir donc maintenant cette donnée multi-agent avec des workflows business qui peuvent être très élaborés, avec, comme on le voit là, alors c'est ici, voilà, donc notre agent coordinateur qui va déléguer ensuite des tâches sur telle ou telle partie à l'IT sur différents domaines très spécifiques sur lesquels on va avoir des agents spécialisés et qui vont permettre donc de déclencher des actions, etc. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette semaine. Je vous propose de continuer sur cette ère agentique et toute la suite d'Azure OpenAI et donc d'Azure AI Foundry très prochainement. J'espère la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Lucille va vous tenir au courant et je suis ouvert si vous avez des questions éventuellement. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée.
Merci Arnaud. J'ai une question. Oui, Bonjour. bonjour. Hem, j'ai une question côté recrutement. C'est vrai qu'on nous, on Oui, a certaines tâches répétitives, tout à fait. peut-être sur, le je prends un exemple, hein, le traitement des candidatures Mmh. entrantes. Tout à Tu fait. penses que c'est des choses qu'on pourrait effectivement, mettre en place pour nous aider un petit peu à automatiser ce traitement, des candidatures ou ce serait beaucoup trop complexe parce que finalement, Complètement. oui, je t'ai interrompu, Ouais, ouais. dis-moi. Non, non, excuse-moi, c'est moi qui oui, oui, non, non, c'est, complètement. C'est-à-dire qu'à l'échelle d'Algofi, ou Mmh de mh. YouMed, ça pourrait être mis en place. Après, il faut D'accord. regarder les coûts de mise en place parce que bon, il va falloir quand même il y a un coût d'entrée, hein, qui est Mmh la mh. mise en place de ce type de solution. Mais typiquement, oui, au niveau, l'intelligence artificielle, maintenant en plus avec les solutions qui deviennent un peu entre guillemets «un petit peu démocratisées», Mmh. il y a beaucoup plus de facilité à utiliser les outils. Mmh mh. C'est un coût de mise en place effectivement, mais après en fait une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait Mmh mh. et que la base RH est reliée, que tu as relié aussi, alors je sais pas ce qui est utilisé, chez YouMed ou chez Algo pour comme CRM, mais tu peux relier, donc les CRM, je crois que c'est SAP. D'accord. Heu, c'est ça, hein? Je sais plus. C'est, Ah bon, GDK? GDK, bon, voilà, donc voilà, mais bon, tu peux relier toutes les bases de données, au système et effectivement, avoir un modèle entraîné, l'installer et pouvoir ensuite, développer des tâches automatisées si ça peut faire gagner du temps. Oui, oui, tout à fait. D'accord, OK, ça Et marche. quand on voit alors ça peut être à ce niveau-là, mais si Ah, Salesforce, excuse-moi. Salesforce, voilà, Salesforce, ouais. Salesforce, excuse-moi. Et donc ça peut être mis en place, mais bon après j'ai d'autres exemples qui pourront, sur lesquels je reviendrai dans la deuxième partie. Mmh. Mais on peut aussi, capitaliser sur les réponses d'appels d'offres aussi. Il y a des clients de Microsoft Mmh mh. qui ont automatisé leurs réponses à appels d'offres, hein, des grosses ESN, et donc qui gagnent énormément de temps parce qu'en fait, ils ont capitalisé sur leurs anciennes réponses. D'accord. Et quand un appel d'offres correspond, sur différents critères à quelque chose qu'ils ont déjà traité, bah, plutôt que de le refaire, en fait, l'intelligence artificielle est capable d'automatiser, une grande partie de, Ah ouais, ouais, mais c'est top. OK, de ce travail. Et donc, OK. je sais plus, là, j'ai pas l'exemple sous les yeux, je l'aurai dans la Mmh deuxième mh. partie. Mais on est sur une grosse société et qui gagne entre 30 et 50% de son temps, de réponse à appel d'offres. Effectivement, ouais. OK. Merci d'avoir répondu à ma question. De rien.